Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Il a eu l'insigne honneur d'être reçu parmi d'autres jeunes aussi brillants en début de semaine par Sa Majesté le Roi. Jeune ingénieur d'État dans le domaine du BTP, à 25 ans, Ahmed Ayoub Rqawi crée sa propre start-up spécialisée dans le génie civil et les travaux publics. Nous vous dresserons son portrait. L'organisation des zones franches lancée en 2015 à l'initiative de Tangemed a clos aujourd'hui à Abidjan, Côte d'Ivoire, ses travaux de la 3e rencontre des zones économiques africaines. Nous irons en France. La grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne à l'occasion des journées du patrimoine et pour la 5e année consécutive s'ouvre au public. Elle permet aux visiteurs de découvrir et de comprendre le message universel de l'islam. Puis il vit au milieu de 400 reptiles, dont des serpents et autres scorpions venimeux. Il vit à Nantes en France et a créé l'association Infaune, association qui sensibilise le public quant à la nécessité de prendre soin des animaux dits venimeux. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain saisit cette opportunité pour renouveler l'expression de sa ferme détermination à poursuivre l'action commune pour aller de l'avant dans la consolidation de ses relations en vue de les hisser à un niveau digne des liens séculaires et de fraternité et de solidarité agissante qui unissent les deux peuples. À Bamako, justement, le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, a représenté aujourd'hui Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Cérémonie couplée avec les festivités de célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays. La cérémonie a été marquée par l'organisation d'un grand défilé militaire et elle s'est déroulée en présence de chefs d'État et de gouvernements africains ainsi que de représentants de plusieurs autres pays. Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour un deuxième mandat à l'issue du second tour de l'élection présidentielle tenue le 12 août dernier. Il a prêté serment le 4 de ce mois à Bamako pour un mandat de 5 ans. Et puis sachez également que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République unie de Tanzanie, John Pombe Joseph Magufuli, suite au naufrage d'un ferry sur le lac Victoria qui a fait plusieurs victimes et disparues. Autre message de condoléances adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la présidente par intérim de la République socialiste du Vietnam, Madame Dang Tin Doc Tin, suite au décès du président de ce pays, Tren Dekang. Le disant en titre, il a fait déjà parler de lui grâce à un parcours sans faute et une détermination à innover dans le domaine du BTP. Ahmed Ayoub Rqawi est un jeune ingénieur d'État qui a eu l'insigne honneur d'être reçu parmi d'autres jeunes tout aussi brillants en début de semaine par Sa Majesté le Roi. À tout juste 25 ans, Ahmed a opté pour l'auto-emploi en créant sa propre start-up spécialisée dans le génie civil et les travaux publics. Une manière pour lui d'ailleurs d'apporter sa pierre à l'édifice d'un pays à l'heure des grands chantiers. Abdelrahim Jebran, est immanable. Un moment de fierté qui ne sera jamais la mémoire d'Ahmed Ayoub Rqawi. Il fait partie des jeunes reçus par Sa Majesté le Roi en reconnaissance à leur mérite et à leur parcours studieux. Des parcours d'excellence, pur produit des écoles et universités nationales. À tout juste 25 ans, Ahmed se lance dans l'aventure de l'auto-emploi. Le jeune ingénieur spécialisé en génie civil est une tête bien faite, au CV déjà bien rempli. J'ai eu mon bac en 2011 sciences maths. Après, j'ai rejoint les classes préparatoires MP. Après avoir fait 2 années de classes préparatoires, j'ai rejoint le cycle d'ingénieur d'État en génie civil à la faculté sciences et techniques de Marrakech, de l'université Qadayad. C'est là où j'ai eu mon diplôme en ingénieur d'État. J'ai ajouté un master en distance de l'université Columbia, Project Engineering Management. C'est là où j'ai acquis une grande expérience aussi au niveau de la nouvelle technologie utilisée en infrastructure ainsi qu'en bâtiment. Bardé de diplômes, l'ingénieur d'État entend s'associer au développement du pays par la création d'un bureau d'études dans le domaine du BTP. Pour lui, le Maroc est un chantier en marche sur la voie du progrès. Au sein de sa start-up, il fourmille d'idées.
De la conception à la construction, en passant par la planification et la maintenance, avec à la clé un atout de charme, une maîtrise admirable du langage 4.0. J'ai vu que l'expérience du BTP au monde évolue avec la nouvelle technologie. C'est pour cela qu'on a décidé de créer un bureau d'études spécialisé en BIM Office. C'est quoi BIM? BIM, c'est une abréviation de Building Information Modeling. C'est un système qui permet d'une modélisation 3D, de la conception à la construction jusqu'à la maintenance des bâtiments ou des infrastructures en général. Grâce au BIM, on a un gain d'efficacité en termes de temps, de coûts et des matériaux. De nos jours, le Maroc est un grand chantier du BTP et grâce à ces outils informatiques, cette maquette numérique, ça nous permet de utiliser des projets ou concevoir des projets même avant de les voir au chantier. À son échelle, Ahmed participe à la conception des espaces de vie de la qualité et propose des solutions. Comme les jeunes de sa génération, il surfe sur la vague de la transformation numérique pour que les cités de demain s'arriment avec la smart attitude. Ce projet, à présent, un projet d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la demande nationale croissante en électricité. Le Royaume du Maroc s'est fixé comme objectif, en plus du développement des énergies renouvelables, de diversifier ses sources d'approvisionnement en combustible à travers notamment l'accroissement de la part du gaz naturel dans son bouquet énergétique. À Jorf al-Asfar, près d'El Jadida, le projet d'un complexe gaz naturel liquéfié avance à grands pas. Visite au chantier avec Sarah Katir. C'est sur ce site à Jorf al-Asfar que verra le jour dans quelques années le nouveau complexe de gaz naturel liquéfié. Constitué de 4 composantes essentielles, ce projet structurant répondra aux besoins relatifs à la production de l'électricité propre en plus de ceux de l'industrie. Ainsi, il comprendra la construction du nouveau port de gaz naturel liquéfié sur le site de Cap Blanc à Jorf al-Asfar, d'une usine de gazification de gaz naturel liquéfié sur le site de Cap Blanc et la réalisation d'une centrale électrique d'une puissance de 1200 MW. C'est un projet qui va prendre quelques années et ça va être la première expérience que nous allons avoir au Maroc en matière justement de gaz naturel liquéfié qui est utilisé ailleurs. Ce projet structurant pour la production d'énergie renouvelable est un complexe qui aura des retombées positives sur notre commune vu qu'il emploiera les jeunes de la région. Le projet s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la demande nationale croissante en électricité. Le Royaume du Maroc s'est en effet fixé comme objectif, en plus du développement des énergies renouvelables, de diversifier ses sources d'approvisionnement en combustible à travers notamment l'accroissement de la part du gaz naturel dans son bouquet énergétique. Après 2 éditions à Tanger et l'organisation des zones franches lancée en 2015 à l'initiative de Tangemed a clos aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire les travaux de la 3e rencontre des zones économiques africaines. Un rendez-vous qui ambitionne de renforcer les relations de partenariat à travers le déploiement d'un écosystème intégré et d'une approche économique participative. Mohamed Aïchka. Cette 3e édition a réuni les représentants de 30 pays africains, l'Organisation africaine des zones franches, ayant enregistré l'adhésion des principales zones économiques africaines et les institutions en charge du développement, de la gestion et de la promotion de ces zones économiques et des zones franches du continent. Un vrai succès donc, à l'exception de Tangemed, fortement impliqué dans la contribution à la création des dynamiques industrielles en Afrique. L'Organisation africaine des zones franches compte déjà 29 membres représentant 18 pays africains. À Abidjan, les dirigeants des zones économiques et des zones franches ont débattu 3 jours durant autour de la thématique générale, la contribution des zones économiques et des zones franches au progrès économique durable en Afrique. Objectif : impulser l'industrialisation du continent africain conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est celle de créer une coopération d'abord sud-sud et de créer de la richesse et au niveau africain. Donc notre objectif en impulsant, ça a été de fédérer un ensemble de pays autour de cette initiative.
Des experts internationaux ont enrichi les débats sur les meilleures pratiques et modèles pour le développement réussi de zones économiques spéciales et en particulier l'expérience du port Tangemed, initiateur de la rencontre. Je suis très impressionné par cette initiative de réunir ici les responsables des zones franches en Afrique en vue de débattre du développement en Afrique. C'est la meilleure voie pour la création d'emplois et de richesses et pour l'industrialisation de notre continent. Au Maroc, Tangemed est en effet le développeur d'une plateforme industrielle de plus de 2000 hectares, constituée de 6 zones franches et zones économiques de référence à l'échelle du continent. L'expérience de Tangemed est un modèle au plan continental et méditerranéen. L'expérience marocaine, la création d'un grand pôle économique qui est celui de Tangemed, avec la partie logistique portuaire et la partie industrielle, nous avons réussi à nous positionner sur l'échiquier mondial au niveau du trade, au niveau du commerce mondial. Nous sommes aujourd'hui le premier port africain. Nous sommes positionnés comme 3e ou 4e en Méditerranée et nous avons l'ambition de rentrer dans les 20 premiers mondiaux au niveau portuaire. Première zone franche industrielle en Afrique, Tangemed abrite près de 1000 entreprises en activité, qui représentent un volume d'affaires d'export annuel de 6400 millions d'euros dans différents secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique, la logistique, le textile et le commerce. Direction à présent la France, la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne, un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocain et la finesse de son exécution. Pendant les journées du patrimoine, la grande mosquée Mohamed VI, et pour la 5e année consécutive, ouvre ses portes à toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'art et l'architecture marocain. Elle est aujourd'hui un monument des arts et de la culture. La visite de la grande mosquée Mohamed VI permet aux visiteurs de découvrir et de comprendre également le message universel de l'islam. Rachid Latabi, Esmet Tazi, Nissé El-Hamdaoui. On a vraiment l'impression d'être au Maroc. L'architecture, oui, on s'y croirait en fait. Hein. C'est un beau voyage chez vous ici. J'ai visité le Maroc et j'ai visité l'Andalousie en même temps. Donc quand on a fait ces deux choses-là, on comprend beaucoup de choses ici. Comme on a vu le Maroc, ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. D'emblée, tout est dit pour ces visiteurs. Le voyage culturel marocain est à portée de main une fois que l'on franchit le seuil de la porte de la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. À l'entrée de cet édifice se dégage un agréable parfum d'encens, de oud, rehaussé par l'odeur du bois de cèdre de l'Atlas, utilisé dans les moucharabés, les plafonds et les fenêtres. Là, on a utilisé un bois de cèdre. Et ce n'est pas tout. D'autres matériaux nobles agrémentent ce monument stéphanois aux couleurs du royaume du Maroc. Pour pouvoir faire cette mosquée, on a eu recours à plus d'une 50aine d'artisans marocains compétents dans tous les domaines, dans la sculpture du bois, dans le zélige, le gypse, le plâtre, le cuivre, la dinanderie. Donc du coup, tout a été fait à main. Les portes de la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne s'ouvrent au grand public également pour faire connaître davantage l'islam, pour corriger certaines idées reçues sur cette religion et pour faire tomber les préjugés. Tout cela dans un contexte européen marqué par le repli sur soi et par la méfiance à l'égard de la communauté musulmane. Ça englobe l'homme et la femme. On pratique pareil, on a les mêmes devoirs, les mêmes obligations et les mêmes droits. Je trouve que ces initiatives sont extrêmement importantes pour effectivement casser ces clichés qui ont malheureusement la vie dure et qui créent un certain nombre d'amalgames qui sont très néfastes à la fois à l'islam, qui est une religion de paix et d'amour, et en même temps aux musulmans. C'est vrai qu'on est déçus avec tout ce qu'on entend malheureusement. On est un petit peu repoussé et puis non, finalement c'est tout autre chose. Parce que là on a un autre regard.
Quand on entend ce discours apaisé, c'est autre chose que ce qu'on voit à la télévision, toutes les horreurs. Ce modèle élégant du vivre ensemble et du dialogue de culture, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne entend le cultiver davantage à travers un complexe culturel qui ne tardera pas à sortir de terre. Une structure qui intégrera plusieurs fonctions. D'abord des fonctions destinées à tout public, salle d'exposition, une médiathèque, une salle polyvalente qui servira de salle de conférence, de salle de spectacle, de salle de projection. Elle est polyvalente aussi parce que elle est équipée d'une tribune télescopique qui permet, une fois que la tribune est repliée, d'utiliser la salle pour d'autres usages. Donc nous, 5 fois par jour, on doit faire la prière à des heures bien précises. Pour ces journées du patrimoine, organisées pour la 5e année consécutive, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne a tracé un parcours de visite agréable pour le plus grand bonheur de ses visiteurs qui en ressortent apaisés et surtout avec un autre regard sur l'islam, le vrai, l'islam qui réconcilie et réunit. On prend à présent la direction de la Palestine. Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de nouveaux affrontements le long de la frontière entre la bande d'Orza et Israël. Le Palestinien avait été tué par balle à l'est de la ville d'Orza. Plus de 300 autres manifestants ont été blessés au moment où plus de 10 000 manifestants s'étaient rassemblés à plusieurs endroits de la clôture dite de sécurité entre Israël et la bande d'Orza. Et puis en Tanzanie, le bilan du naufrage d'un ferry sur le lac Victoria s'est encore alourdi. Plus de 200 morts. Le ferry a une capacité de 25 tonnes de marchandises et de 101 passagers. Mais s'agissant des passagers, il apparaît clairement que le nombre était dépassé car il y a encore des corps qui n'ont pas été repêchés. C'est ce qu'a déploré le président tanzanien dans un discours prononcé sur la télévision publique. Le ferry assurait la liaison entre l'île d'Ukara et celle située juste en face d'Ukerewe. Et puis au Canada, dégâts importants mais pas de mort. Une tornade survenue hier en fin d'après-midi dans la région d'Ottawa. La capitale du Canada a dévasté la zone où elle s'est produite. Le bilan des dizaines de maisons, immeubles endommagés, des voitures retournées, une trentaine de blessés et 130 000 personnes sans électricité. La zone la plus touchée est la commune de Gatineau, au nord d'Ottawa, des vents soufflant à environ 200 km/h selon les estimations des météorologues. Et en parlant justement de mauvais temps et de météo chez nous, eh bien attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes et ce jusqu'à minuit ce soir. Elles toucheront les provinces d'El Haouz, Souera, Chichaoua, Ouarzazate, Taroudant, Agadir Daoutanen, Tata, Inzgan, Eit Melloul, Tiznit, Chouka Eit Bas, Sidi Ifni, Gelmim et concerné également Tantan. Et puis à propos du temps, il fera chaud demain sur plusieurs provinces du royaume, mais il fera entre 37 et 41 degrés sur l'Arrache, Kenitra, Sidi Qassam, Ouezen, Taounet, Khmisset, Salé, Rabas Kherat, Temara, Ben Sliman, Sidi Ben Nour, Safi, Taroudant, Agadir, Id Daoutanen, Inzgan, Eit Melloul, Chouka Eit Baha, Tiznit, Sidi Ifni et Gelmim. L'un des plus grands spectaculaires geysers de la planète, celui du parc national américain de Yellowstone en Californie. Il est entré en activité pour la 19e fois cette année. L'eau est projetée des entrailles d'ailleurs de la Terre vers le ciel sur plus de 300 pieds de hauteur. Les jets d'eau chaude sont certes spectaculaires mais aussi suspects pour les géologues car ce regain d'activité du geyser se produit dans une région qui compte parmi les plus grands volcans de la planète. Nous le disions en titre, il a 67 ans et il vit au milieu de 400 reptiles, dont des serpents et autres scorpions venimeux. Ce passionné de reptiles vit à Nantes, en France. Il a créé une association Infaune qui sensibilise le public quant à la nécessité de prendre soin des animaux dits venimeux. Mohamed Aïtleshka. Voilà, c'est bien rentré dans ta gorge. C'est bien, t'as bien mangé. T'as bien mangé mon bébé. C'est bien. Il y a Ali et Gator. 2 alligators que Philippe élève à domicile. Il les nourrit à la main, chez lui, près de Nantes. Doucement. Allez, là. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.
Et dans le salon de sa maison, un grand reptile de plus de 2 mètres qui, comme un chaton sans tête, a joué à cache-cache sous la table. Mais Philippe n'hésite pas à remettre l'animal dans son terrarium. D'accord. Vos bébés, hein. Allez, tu rentres dans ta maison, là-haut. Allez, file. Je trouve que ces animaux, c'est injuste de les traiter comme on les traite par méconnaissance. On les connaît pas, on les déteste, on les trouve horribles. Mais quand on apprend à les connaître, on peut les appeler, leur dire de venir manger, par exemple. Donne un petit verre à celui-là, tiens, tu en veux? Voilà. Ils vont venir et finalement, ils s'habituent à nous. Mais comme nous, on en a peur par méconnaissance, on les chasse, on les tue, on les détruit. Philippe élève des serpents venimeux et même un python albinos de plusieurs mètres. Des lézards, des tarentules et autres scorpions. Et même un iguane femelle qui squatte le jardin. Aujourd'hui, un enfant ne fait pas la différence entre un Pokémon et un lézard. Regardez, regardez par exemple celui-là, c'est un petit lézard français. Quand on a enlevé toute agressivité, qu'ils ont confiance en nous, ils pensent qu'il y a une chose, c'est retourner voir leurs copains. Voilà, ils ne sont pas agressifs parce qu'on a enlevé l'agressivité. Tous les animaux qui sont ici, ils nous connaissent, on n'est jamais brutaux avec eux, on est toujours tranquille. Plus qu'un passionné, Philippe dit vivre en harmonie avec ses 400 reptiles. Voilà, avec toute cette passion, il faut vraiment du courage pour vivre avec ce genre d'animaux. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi l'info revient à 21h sur Al-Oula. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Hissène Laoudar. À bientôt.